Bonjour à tous, je suis Sophie Mille, responsable marketing au sein d'Urios. Alors, petit point, est-ce que tout le monde nous entend? Si vous pouvez nous répondre dans le chat, juste une réponse, un petit oui ou un petit pouce en l'air, pour savoir si tout le monde nous entend bien. Ça m'a l'air C'est bon? d'être bon. Alors, je vais vous présenter nos deux intervenants aujourd'hui, qui sont Laurent Doebel, directeur général en charge des risques, et Aurore Petit, directrice commerciale associée. Bonjour à tous. Bonjour. Au cours de ce webinaire, le reverse factoring ou comment réduire la pression sur le BFR, ils vous aideront via des exemples théoriques et des cas pratiques à mieux comprendre les avantages du reverse factoring, que ce soit d'un point de vue acheteur, mais aussi d'un point de vue fournisseur. Je précise que vous pourrez poser toutes vos questions sur le chat. Nous y répondrons soit à la fin de la présentation, soit individuellement si nous manquons de temps. Je vais maintenant laisser la parole à Laurent pour une analyse du contexte économique dans lequel nous sommes. Donc rebonjour, on va pas faire de la macro parce que c'est pas trop notre métier, mais je pense que c'est intéressant de contextualiser quand même l'intérêt d'un produit comme le reverse factoring par rapport à l'activité économique et puis au contexte dans lequel on est. Évidemment, le contexte actuel ne s'améliore pas, malheureusement. On a quelques éléments. Au premier rang, un ralentissement de la consommation interne, une augmentation des taux d'intérêt et évidemment une inflation qui est toujours présente. Alors ces trois éléments-là ces deux éléments, taux d'intérêt et inflation présente, concourent au ralentissement de la consommation. On a subi sur les 18 derniers mois une augmentation des défaillances d'entreprises, et pas uniquement des petites entreprises, des entreprises de taille moyenne et des groupes également, des gros groupes. Et puis, on hérite également d'une autre situation qui est inédite pour certains, c'est le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, il y a quand même le mot coûte, et effectivement, ça coûte de rembourser ses PGE, et c'est d'autant plus complexe de rembourser ses PGE dans une situation économique dans laquelle la croissance n'est pas forcément présente pour beaucoup d'acteurs, et avec une baisse des marges. Et du coup, tout ça amène les entreprises à devoir trouver des solutions pour financer leur BFR. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que on pense chez Urios qu'on a une solution qui est intéressante, qui s'appelle le reverse factoring. Merci Laurent. En effet, on est bien conscient, suite à ce préambule, de la situation tendue actuelle et de la nécessité pour les entreprises de sécuriser leur volant d'affaires et de veiller à un certain équilibre. Comme tu l'as dit, et on va le redire tout au long de ce webinaire, le nerf de la guerre va être le besoin en fonds de roulement des entreprises qui doivent trouver des solutions alternatives pour financer ce BFR, et une des solutions est donc le reverse. Sur le slide que vous allez voir à l'écran, nous allons balayer en fait les questions que les entreprises se posent pour sortir la tête de l'eau selon la casquette qu'elles vont adopter. Donc sur la colonne de gauche, vous avez voilà, gestion d'entreprise, j'ai la casquette de fournisseur. Les questions classiques que le fournisseur va se poser en priorité, ça va être comment je vais sécuriser mes ventes et mon chiffre d'affaires. Comment je vais réduire l'exposition au risque de défaillance de mon acheteur. Comment je vais améliorer mon DSO et surtout réduire le poids de mon poste client. Comment je choisis mes acheteurs? Est-ce que je peux choisir mes acheteurs? Vous l'aurez compris, par rapport à ces 4 questions, le fournisseur a besoin d'être assuré, mais aussi, il va avoir besoin de rassurer certains acheteurs sur sa capacité à livrer, car la situation financière, la sienne en tout cas, sa situation financière, va préoccuper ses clients. Et sur la colonne de gauche, vous avez l'entreprise en tant qu'acheteuse. La première question, elle a besoin de donner de la visibilité en fait à ses fournisseurs, elle a besoin de les rassurer, elle a besoin d'augmenter sa capacité d'achat, d'optimiser le financement de son cycle d'exploitation, on le verra plus tard avec des schémas très didactiques. Elle a besoin d'obtenir du crédit fournisseur, comment elle peut l'obtenir? Et bien sûr, c'est pas marqué à l'écran, mais il y a une notion importante, c'est qu'elle a besoin aussi de mettre en avant sa bonne qualité d'acheteur pour être traitée en priorité par ses fournisseurs. Est-ce possible en tout cas?
En fait, c'est à toutes ces questions que notre solution va permettre d'apporter nos réponses. Et nous allons arriver au moment où il est temps de parler de la solution et de détailler le mode opératoire. Suite à toutes ces questions qu'on vient de soulever, je tiens à rappeler, avant de vous montrer le prochain slide sur le schéma de fonctionnement du reverse, je tiens à rappeler qu'avant tout, le reverse factoring, c'est une relation. En fait, c'est une solution qui met en avant la relation commerciale d'un client et de son fournisseur. Ça va conforter en fait au cercle vertueux de la relation et ce n'est pas juste un mécanisme financier. La relation commerciale est très importante. Alors, sur le prochain slide, pour commencer, donc sur le fonctionnement, qu'est-ce que le reverse factoring? Bien sûr, il prend d'autres noms. Vous connaissez un facturage inversé, vous connaissez le paiement fournisseur anticipé. C'est donc le client qui demande à ses fournisseurs de financer les créances sur lui avec l'aide d'une société d'affacturage. Autrement dit, le reverse factoring permet à un acheteur de faire payer rapidement par un établissement financier les factures dues à ce fournisseur. Contrairement à l'affacturage classique, qui finance le poste client, vous avez bien tous compris que le reverse factoring va permettre de financer le poste fournisseur. Il n'y a aucune comparaison avec l'affacturage classique, car le risque, il n'est pas diffus sur un ensemble de portefeuilles clients. Le risque, il va reposer sur un seul acheteur, une seule tête, comme on peut dire en risque, et souvent, ça concerne des lignes de financement importantes. Alors, si je rentre dans le mécanisme de la solution, il y a au tableau, j'allais dire, excusez-moi, sur les slides, vous allez voir, il y a 5 étapes, représentées par les numéros, tout simplement. Sur l'étape numéro 1, en fait, l'acheteur, il va mettre en place une étude reverse garantie sur son entreprise au profit du financier, afin de le garantir contre son risque de défaillance. Alors, la première étape, je suis acheteur, j'achète ma propre garantie sur moi-même, et si je deviens défaillant, le financier activera l'indemnisation à son bénéfice. Une fois que j'ai acheté ma garantie sur moi-même, je peux passer commande auprès de mon fournisseur. Là, on passe à l'étape 2 qui est en bas à droite. Le fournisseur va transmettre les factures à l'acheteur. Étape 3, au milieu, les factures validées par l'acheteur sont envoyées via une plateforme web au financier. Toutes les factures validées sont sans litige possible. L'acheteur et le fournisseur peuvent choisir les factures à entrer dans le programme. Il n'y a pas d'exclusivité de facture. Sur la 4e étape qui est en haut à droite, le financier va payer automatiquement le fournisseur avant échéance, sous réserve d'escompte par exemple, ou à échéance. Le système, sachez qu'il est très modulable et les stratégies peuvent être ajustées vraiment en fonction des fournisseurs. Et dernière étape, au milieu, à l'échéance convenue, il faut bien que l'acheteur rembourse les factures au financier. Et selon le montage qui sera réalisé, l'acheteur pourra à ce moment-là bénéficier d'un délai supplémentaire qui peut aller jusqu'à 60 jours supplémentaires pour payer le financier. Donc, conclusion rapide, quand on voit ce montage, on voit bien que le donneur d'ordre, il a vraiment la faculté de piloter son programme. Mais pour mesurer en fait les impacts de la solution, je vous propose de faire simple. On va décrire avec Laurent ensemble un cas client. Il va vous illustrer un cas client et après, on va suivre ça avec un schéma didactique pour comprendre un peu le cycle d'exploitation de l'entreprise industrielle. Et de ce cycle, vous allez voir qu'on va faire varier un scénario. L'entreprise connaît une inflation avec une augmentation des matières premières. L'entreprise connaît de retard de paiement. Donc, on va vulgariser un peu les choses avec certains schémas. Vous comprendrez bien que moi, en tout cas, je ne suis pas là pour vous faire un cours. Laurent et vous-même, vous êtes bien mieux placés que moi sur le sujet. Mais le but, c'est vraiment de connaître les points de douleur et de mettre en face la solution pour y remédier. Donc, suite au fonctionnement du reverse, Laurent, je te laisse illustrer les bénéfices de la solution sur un cas client. Alors, voilà. on a fait le choix de prendre deux exemples qu'on va dérouler. Alors, il n'y a pas une typologie de société qui a besoin et d'autres typologies de sociétés qui n'ont pas besoin. Ce serait bien simple. Donc, on a volontairement pris deux exemples différents. Premier exemple d'un cas assez classique que l'on a, métier quincaillerie industrielle, donc ce sont des gens qui achètent et qui revendent. On voit que la taille de l'entreprise, 25 millions, donc on n'est pas uniquement sur des sociétés qui font 500 millions ou 1 milliard, on n'est pas forcément sur du grand compte, on est vraiment sur de la PME. Marché fortement concurrencé parce que hausse des prix des fournisseurs et difficulté à répercuter le coût directement auprès du poste client, auprès des clients. Du coup, marge en baisse. La chance
qu'a ce client, c'est qu'il y a une forte atomisation de son poste client. Donc là, pour le coup, ça ne nous intéresse pas, mais ça veut dire qu'il a quand même une diversification de son risque. Malgré tout, il a quand même des délais de paiement qui s'allongent parce que tous ses clients sont touchés de la même façon. Et puis, cette difficulté à reporter l'intégralité de la hausse. Alors, ce contexte-là l'amène forcément à une difficulté de trésorerie parce que lui, son besoin, c'est de poursuivre à son stock. Il est dans un métier où ses clients viennent au comptoir, notamment, ou commandent, et c'est très simple, c'est la disponibilité qui fait le chiffre d'affaires. Donc, s'il a le stock, il vend. S'il n'a pas le stock, il ne vend pas. Donc, malgré la hausse de son coût de stock, il a une nécessité à poursuivre son augmentation pour conforter son chiffre d'affaires. Ce qu'il aurait besoin, il a la chance d'être avec des fournisseurs stratégiques qui sont en position de force. Et auprès de ses fournisseurs, il sait que s'il paye plus tôt, il est capable de négocier de l'escompte. Sauf que, évidemment, il n'a pas la trésor pour payer plus tôt. Et puis, l'autre besoin, c'est qu'il est évidemment sur un marché concurrentiel. Qui n'est pas sur un marché concurrentiel? Et pour lui, il est absolument essentiel de renforcer la confiance de ses fournisseurs pour être certain que c'est bien lui qui va être livré le plus vite ou en priorité lorsqu'il y a des sujets de manque de capacité en matière. L'avantage de reverse factoring dans un cas comme celui-là, c'est que le reverse facto permet un paiement anticipé des fournisseurs. Pourquoi? Parce que on peut raccourcir le délai de paiement. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fonction des fournisseurs, il peut mettre des règles de règlement qui sont distinctes. Donc, ce n'est pas forcément un fournisseur et on applique la même règle à tous les fournisseurs. Donc, ça, c'est quand même bien. Il y a évidemment un support technique qui est mis en place avec une plateforme qui est évidemment assez efficace puisqu'il s'agit de pousser sur la plateforme les factures que l'on souhaite financer. Et puis, le point clé de tout ça, évidemment, c'est d'avoir un financier. Et le financier, que fait-il? Il finance le règlement, dans le cas présent, par anticipation des factures. Et comme il règle par anticipation et que c'est un financier, donc c'est un référent sur la place, inévitablement, il y a une sécurisation du fournisseur. Et cette sécurisation du fournisseur fait qu'il est rassuré et il peut développer son business de façon un peu plus importante, un peu plus sécurisée, et il est donc prêt à accepter de l'escompte. Voilà, donc ça, c'est le cas. Alors, on va faire un petit schéma de flux que Aurore va vous dérouler, extrêmement simplifié, mais ça permet d'illustrer, je trouve, assez bien le point de départ et puis ensuite le point d'arrivée avec la mise en place du reverse factoring. Aurore, on ne t'entend pas, il n'y a pas ton micro. Excusez-moi. Sur le schéma, donc voici effectivement, on vous a annoncé qu'on va vous montrer effectivement d'une manière un peu plus didactique les impacts du reverse factoring. On va visualiser en fait le cycle d'exploitation. Les données de départ vont être les suivantes. Donc on a 5 étapes. C'est les encadrés gris que vous voyez en haut du schéma. Première étape, je suis une entreprise et je vais acheter à crédit en fait mes matières premières pour 39 000. Pourquoi 39? En fait, la matière coûte 30 et dans notre exemple, n'oubliez pas, on prend l'exemple d'une inflation, d'une augmentation du coût des matières de 30% par exemple, d'où mes 39. On va comptabiliser en fait la dette fournisseur de 39 car mon fournisseur m'octroie un délai de paiement de 30 jours. L'exemple est valorisant car en ce moment, on va être plutôt content. Puis l'entreprise, en fait, elle va stocker ses matières premières et on va comptabiliser 39 dans le poste de stock de matières premières. Le stock est financé par la dette fournisseur, donc pour l'instant, il n'y a pas besoin de financement. La trésorerie, elle est à 10, c'est mon capital de départ dans mon exemple, tout simplement. Sur l'étape numéro 2, mon entreprise va entrer en phase de production. Elle va consommer ses matières premières, elle va produire, stocker ses produits finis. Conséquence, la valeur du stock de matières premières va passer à 0. La valeur du stock de produits finis va passer à 49. Alors, pourquoi 49? C'est mes 39. Et j'ai juste rajouté 10 en fait de coûts de main d'œuvre dans mon exemple, tout simplement. Et on commence à voir un petit BFR de 10 apparaître. Le stock, on est d'accord, il reste encore en grande partie financé par la dette fournisseur. La trésor, elle ne bouge pas, il n'y a pas de rentrée ni de sortie d'argent. Sur la troisième étape, mes matières premières sont payées. Conséquence, ma dette fournisseur, elle passe à 0. Mon entreprise verse sa seule source de financement et là, j'ai mon BFR qui explose à 49.
La trésor est négative, hein, on vient de faire une sortie d'argent de 39, donc elle est négative, elle passe à moins 29. Quatrième étape, les produits finis sont vendus à crédit. Conséquence, ils sortent du stock, hein, mon stock de produits finis il est à 0. Ils passent dans les créances clients pour la valeur de facturation qui, dans mon exemple, est de 50. Et là, le besoin de financement est à son maximum, tout simplement. La valeur de facturation, elle est supérieure à la valeur de stock. Ma trésorerie, elle ne bouge pas, il ne s'est rien passé depuis l'étape précédente. Dernière étape, la cinquième et dernière étape, mon client va payer. Donc, conséquence, la créance client va passer à 0, mon BFR passe à 0. En fait, je n'ai plus besoin de financement, hein, ma créance a été encaissée et ma trésorerie revient positive parce que j'ai eu l'encaissement des 50. Donc, rapidement, avec un exemple très simple, on voit bien le besoin de financement du stock, le besoin de financement du crédit client, et on constate bien l'ampleur en fait de la tension à laquelle l'entreprise elle doit faire face tous les jours. C'est la raison en tout cas pour laquelle on va répéter que le cash est le nerf de la guerre et qui se consomme en tout cas très vite, même dans une gestion, on va dire, normale, voire traditionnelle. Et on a fait l'exercice en fait avec Laurent de vous montrer ce même schéma à la différence près que l'entreprise elle a mis en place un programme de reverse factoring. Laurent, je te laisse commenter rapidement, mais on voit c'est assez flagrant. Donc là, on voit bien hein, donc les sujets de fabrication et de règlement client ne changent pas. Hein. Le point fondamental qui change, c'est qu'en réalité, on a bien un financier qui vient se substituer à l'acheteur pour régler les fournisseurs. Voilà. Donc, j'ai pas la main pour. Voilà. Donc, on se retrouve bien avec l'encaissement client qui lui ne change pas. Hein, il est toujours à 65. Je n'ai pas accéléré mon entrée d'argent. La seule chose, par contre, c'est qu'effectivement, au niveau de ma trésorerie, j'ai un financier qui a financé pour moi les fournisseurs. Donc, je n'ai pas eu ma sortie de trésorerie et je peux reporter ma sortie de trésorerie. Là, dans le cas présent, 30 jours, 35, un peu moins 30 jours après l'encaissement de mes clients. Pourquoi? Parce que c'est la date à laquelle j'ai mis en place mon date de remboursement à mon financier. Donc, concrètement, que se passe-t-il? Mes fournisseurs, au lieu d'être payés par moi, sont payés par le financier et j'ai un délai de règlement qui est donc rallongé de 30 ou de 60 jours, ce qui me permet, moi, de payer mes factures fournisseurs au financier, puisque c'est lui qui s'est porté acquéreur de ces factures, après mon encaissement client. Du coup, je me retrouve évidemment avec une trésorerie qui n'a plus du tout la même tête. Ah oui, c'est sûr. Et, très concrètement, on voit bien qu'il n'y a plus de rouge déjà. Donc, après, ce que je vous propose, c'est de vous montrer un autre cas d'école avec une autre problématique, sachant qu'elles peuvent être cumulées. Donc, on a un sujet qui est très à la mode en ce moment, la rénovation énergétique. On a beaucoup de demandes et on a beaucoup de clients qui utilisent les programmes de reverse facto sur ces sujets de rénovation énergétique. Pourquoi? Ce sont, alors pour le coup, des sociétés qui sont en forte croissance. Pardon. Donc, il n'y a pas besoin d'être dans la réno énergétique pour avoir de la forte croissance, mais eux en ont beaucoup. Là, on est sur le cas d'une PME qui fait 60 millions de chiffre d'affaires, qui en faisait 30 il y a 2 ans. Donc, oui, c'est ce qu'on appelle une croissance, hein, x2 en 2 ans, c'est quand même assez colossal. Et par contre, eux se trouvent en face de 2 problématiques. La première, c'est qu'ils ont un délai de règlement qui est long. Alors, pourquoi ce délai de règlement est long? Il est long parce qu'une partie de la rénovation énergétique est payée directement par le client, mais une autre partie des opérations qui sont réalisées sont payées par l'État. Et l'État est connu pour payer évidemment assez tardivement ses créances. Et du coup, les délais de règlement sont longs. Par contre, comme on est dans une structure qui est en forte croissance, le marché pousse, les encaissements prennent du retard, mais ils ont des sorties d'argent à faire et des sorties d'argent qui sont importantes parce que pour réussir dans leur métier de la rénovation énergétique, ils font appel à des fournisseurs qui installent ou qui font des audits, des installations. Et du coup, c'est de la sous-traitance. Comme c'est de la sous-traitance, ce sont des fournisseurs. Et ces fournisseurs, eux, sont stratégiques parce que s'ils n'ont pas ces équipes-là pour dérouler chez les clients, ils ne peuvent pas réaliser les prestats. Donc, leur besoin, évidemment, il est double.
c'est de fidéliser ses fournisseurs, parce que sinon, ils ne peuvent pas accompagner. Et puis, évidemment, financer la hausse du BFR qui est extrêmement importante, puisque les subventions arrivant tardivement, il faut qu'ils trouvent un palliatif à ça. Donc là, une fois de plus, c'est intéressant, le reverse facto. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de mettre en place de dette pour financer ce BFR. On va utiliser le financier pour supporter le règlement des factures fournisseurs. Là, pareil, on va bénéficier donc du coup d'un délai supplémentaire pour pouvoir régler les fournisseurs plus tard, ce qui va nous permettre du coup d'attendre plus sereinement les subventions qui doivent être encaissées par l'entreprise. Et puis, le gros atout, évidemment, c'est la flexibilité de l'outil, toujours avec la plateforme, pour une PME qui, elle, est en croissance et qui a très souvent du mal à trouver des solutions de BFR auprès de ses banquiers. Voilà. Donc, pareil, comme tout à l'heure, diagramme de départ par Aurore. Alors effectivement, là, on va reprendre notre cycle d'exploitation auquel on va faire varier le scénario d'un retard de paiement du client de l'acheteur, parce que les clients de l'acheteur subissent la crise aussi et connaissent des fortes tensions. Donc, le but, c'est de se dire qu'arrive-t-il si le client paye en 2 fois? Je ne vais pas reprendre toute l'explication du cycle, hein, bien sûr, mais si le paiement, le solde du paiement arrive encore 30 jours plus tard, on va dire que cela a un double impact dans le cycle d'exploitation de l'entreprise industrielle qu'on vous présente. Le premier impact, il est bien sûr sur le BFR, car la tension, en fait, elle s'est accentuée jusqu'au paiement total. Et bien sûr, deuxième impact sur la trésorerie, qui a mis beaucoup plus de temps à se reconstituer que d'ordinaire. Donc, on maîtrise bien et on voit bien, en tout cas, l'impact de la conjoncture et de certains retards de paiement de nos propres clients sur notre entreprise. Donc, pareil, Laurent, comme tout à l'heure, si jamais on va comparer cette entreprise qui subit ce retard de paiement de son client, mais à la différence près qu'elle a mis en place en fait le programme de reverse factoring. Je vais te mettre à l'écran le schéma. Voilà. Donc là, pareil, hein, on se retrouve toujours. Les encaissements clients n'ont pas bougé, hein, évidemment, parce que c'est pas là-dessus qu'on joue. Mais par contre, ce qui rentre vraiment en ligne de compte, c'est au niveau de la colonne 35, là, vente à crédit. Tout simplement, on a bien effectivement un financier qui intervient et qui règle plus tôt. Et du coup, comme il règle plus tôt, eh bien, la trésor est reconstituée plus tôt, ce qui permet de beaucoup mieux absorber les retards de créances clients qui interviennent. Et puis, du coup, l'acheteur va se retrouver dans une position où il va, lui, rembourser ensuite le financement auprès de son partenaire bancaire 60 jours plus tard. Et du coup, il a gagné ses 60 jours de trésorerie. Donc, on voit bien sur ces petits exemples qu'en réalité, on joue sur le délai de règlement. On peut soit régler par anticipation en demandant aux financiers de régler par anticipation. On a 2 leviers. Le premier levier, c'est je paye avant ou je paye à date. Enfin, je fais payer avant ou je fais payer à date, exactement. Et ensuite, moi, avec ma trésor, qui n'est pas impactée, j'ai le temps de la reconstituer en encaissant. Et du coup, ensuite, je peux rembourser l'avance qui a été faite par le financier à 30 ou à 60 jours. Donc après, c'est là qu'il y a des curseurs à mettre et des ajustements et qui se font en fonction des enjeux de chacun. Complètement. Sophie, on avait prévu un slide avec les principales questions, il me semble. Oui, alors on a repris les questions qu'on a l'habitude d'avoir, qu'on nous pose en général quand on a un rendez-vous. Donc on en a mis quelques-unes ici en tant que fournisseur et en tant qu'acheteur. Et entre-temps, n'hésitez pas à nous poser vos questions, on y répondra juste après. Voilà, c'est bon. Ok, bon, Laurent, je vais te poser les questions. En tant qu'expert, tu vas nous apporter effectivement tes réponses. Alors, je suis un fournisseur, Laurent. Qu'est-ce que j'y gagne, moi, à rentrer dans un programme de reverse factoring? Alors, on pourrait dire bêtement, rien du tout. Mais en fait, non. C'est pas ça la bonne réponse. Ce qu'on y gagne, c'est qu'on change de créancier. Voilà, ça a l'air d'être un détail, mais je pense qu'on comprend vite que ce n'est pas un détail.
ma créance, elle est transférée à un établissement financier. Donc forcément, ça donne du confort et ça sécurise la relation. C'est vraiment le point clé. L'autre point clé qu'il y a, c'est qu'en règle générale, les acheteurs choisissent des fournisseurs stratégiques, puisque ce sont des programmes qui sont significatifs quand même, et le fournisseur, ce qu'il ressent, c'est l'importance qu'il a évidemment dans la relation qu'il peut avoir avec son client. Et puis après, on peut prendre un autre cas, ce sont les cas des fournisseurs qui eux-mêmes peuvent être en situation de trésor tendu. Et s'ils sont en situation de trésor tendu, le fait d'avoir changé de créancier, ils sont sécurisés. Lorsqu'ils doivent être payés le 6 octobre, ils sont bien payés le 6 octobre et pas le 15 ou le 20 ou le mois suivant. Voilà. Donc, c'est vraiment une sécurité très, très forte pour un fournisseur. Oui. Et concernant le flux, est-ce que c'est complexe à mettre en place, tout le flux, Alors, quand on a vu un le peu la flux, modélisation du schéma? s'il n'y avait pas de plateforme informatique, je pense que ça serait extrêmement complexe. Mmh. Le fait qu'il y ait une plateforme informatique qui est bien gérée, je ne vais pas dire qu'on fait du drag and drop, mais c'est quasiment ça, hein. Il suffit de prendre son paquet de factures, dématérialisé, de le poster sur une plateforme, et puis derrière, c'est l'acheteur qui valide les factures qu'il souhaite financer. C'est ça le Ouais, c'est vrai que la travail. C'est plateforme, vraiment ça le ce travail. qui est peut-être important à dire, c'est que la plateforme, en fait, il y a rien à installer pour les acheteurs et enfin, en tout cas, pour les acteurs au programme. C'est du SaaS, hein, comme on dit. C'est comme un C'est un accès portail. Les web. infos, elles sont partagées entre les clients, fournisseurs, financiers et c'est vraiment un échange et une visualisation des données. C'est un vrai outil de suivi, en fait, la Ouais. plateforme, ouais. Je suis fournisseur. Est-ce que dans notre solution que nous proposons, ça me coûte quelque chose? Alors, c'est le gros avantage, c'est que pour le coup, là, le fournisseur, lui, c'est assez indolore de ce point de vue-là. Ouais, Ça, c'est bien. complètement. Contrairement à d'autres programmes qui peuvent exister, hein. Ouais. Oui. Alors, je change de casquette, je suis un acheteur. Ai-je la capacité de négocier mes achats avec des taux d'escompte? Alors, oui et non, parce que ça dépend avant tout du fournisseur. Évidemment, il y a des fournisseurs qui sont dans des situations où ils préfèrent attendre que d'octroyer des taux d'escompte. Par contre, il y a d'autres fournisseurs, en règle générale, ceux qui ont des marges beaucoup plus confortables et puis qui ont des enjeux de trésorerie beaucoup plus serrés, qui, s'ils sont payés plus tôt, vont accepter des taux d'escompte. Mmh. Donc, ça veut dire qu'en tant qu'acheteur, il y a une capacité à négocier réellement les taux d'escompte, puisque le programme offre la possibilité de règlement beaucoup plus tôt que ce qui était prévu. Si vous avez des échéances à 60 jours, vous pouvez aller voir votre fournisseur demain en lui disant moi, je vous les paye à 10, ou je vous les paye à 15, ou je vous les paye comptant. Je fais exprès, je vais à l'extrême. Mais du coup, ça offre une possibilité de négocier des taux d'escompte, évidemment. Ouais, complètement. Est-ce que je connais l'atomisation de mon poste fournisseur? Alors, pas forcément, parce que le poste fournisseur reste le poste fournisseur, il ne change pas. Par contre, ce qui change, c'est le choix que l'on fait sur les fournisseurs que l'on souhaite enrôler. Donc, en fait, on travaille plus à une priorisation de ses fournisseurs qu'à une atomisation de son poste fournisseur. Voilà, donc, c'est vraiment avec quels sont les fournisseurs que je favorise, quels sont ceux avec lesquels j'ai besoin de renforcer ma relation, et ce sont ces fournisseurs que l'on rentre en règle générale dans les programmes. D'où effectivement, on revient sur ce qu'on disait quand on présentait une solution de reverse factoring, c'est vraiment une relation commerciale, hein, qui est sublimée en fait, hein, c'est vraiment la Ouais. relation entre le fournisseur et l'acheteur. Autre question, quel est le coût d'un programme? Alors, Bon, je vais répondre sur le principe, mais le détail, Ouais. tu le connais 100 fois mieux que moi. C'est toi qui les vends. Donc, moi, je réponds juste sur le principe, c'est que Ouais. le coût d'un programme aujourd'hui par rapport au coût d'un programme il y a 2 ans, c'est pas le même, parce qu'il y a plusieurs éléments dans la combinaison du programme. Il y a l'élément finance, il y a l'élément technique, il y a l'élément assurantiel. Voilà, il y a ces 3 éléments-là. Donc, l'élément financier, quand on a un Euribor à moins de 1%, ça coûte forcément moins cher que quand on a un Euribor à 3 ou à 4. Voilà. Donc, l'espace-temps, puisque le contexte évolue, on l'a vu tout à l'heure, les taux d'intérêt ne sont pas les mêmes. Donc, il y a forcément un coût du programme qui varie en fonction du moment où on le fait. Mais maintenant, dans le détail, je pense qu'Aurore va vous apporter plus de réponses. Ouais, alors après, on pourra avoir le détail de manière individuelle, mais dans tout le cas, effectivement, les programmes ne se ressemblent pas. Et ce qui va varier sur le prix en fait du programme, on peut dire qu'il y a deux
hormis le coût de l'Euribor qui est indéniable. Les autres, ça va être, il y a deux variables en fait qui peuvent changer la donne dans le coût. La première variable qui est très importante, ça va être la signature risque de l'acheteur, c'est-à-dire sa position de risque. Vous prenez deux programmes différents avec deux situations financières et de business model même différents d'acheteurs, vous allez avoir deux positions de risque différentes et donc des coûts complètement différents. Donc ça, c'est la première variable qui est très importante en termes de différenciation de tarifs. Et la deuxième variable, ça va être la volumétrie des achats. Le nombre de fournisseurs que vous voulez envoyer dans le programme, le nombre de factures, toute cette volumétrie va avoir un impact également sur le coût du programme. Donc, il est difficile de donner un coût comme ça, mais si, il y a un autre élément qu'on peut peut-être énumérer aussi à titre d'exemple pour le tarif. Si on prend par exemple un programme qui coûte 1,5% du coût des achats estimés, dites-vous que la différence entre ce taux et les taux d'escompte que vous pouvez appliquer sera du gain net pour vous en fait. On va rester sur une réponse un peu plus, voilà, un peu macro sur le coût du programme. Dernière réponse, question, pardon. Quel est le délai de mise en place d'un programme? Alors, il y a plusieurs éléments, c'est-à-dire que se mettre d'accord contractuellement, c'est une chose, évidemment. Donc, il y a un temps de traitement contractuel. Mais c'est pas tant la partie qui peut être la plus longue. La dimension technique ne freine pas la mise en place non plus. Donc, en fait, le délai dépend principalement de la relation qui existe entre l'acheteur et ses fournisseurs. Soit on a des fournisseurs qui ont déjà entendu parler de ces programmes, qui les ont pratiqués, soit ce sont des gens qui sont hostiles à ce type de programme, ça peut arriver. Alors, ça arrivait il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, on a rarement le cas, mais il faut prendre le temps d'aller expliquer aux fournisseurs comment ça fonctionne. Et donc, la mise en place d'un programme, les plus rapides, on les a vus, c'est moins d'un mois, c'est-à-dire entre le moment où on dit OK, on travaille ensemble, il y a le contrat, la mise en place, l'enrôlement des fournisseurs, la contractualisation, les premières factures, etc. Il y a plusieurs parties qui sont prenantes, donc au plus vite, un mois, et puis au plus long, alors sauf quand on ne les démarre pas, parce qu'il y a des fois où ça ne démarre pas, mais au plus long, c'est 3 mois, je dirais. Oui, c'est ça. En moyenne, ça peut être même, oui, c'est exactement ça. Ce que j'allais dire, en moyenne, on peut mettre 2 mois. Tout va dépendre effectivement du donneur d'ordre et de la relation avec les fournisseurs. Mais le programme que nous proposons, là, c'est un package que nous travaillons depuis plusieurs années, hein, donc il est très agile, avec les financiers, la plateforme, les acteurs qui interviennent dans le programme. Tout est bien fluide, donc on peut vraiment mettre en œuvre un programme au bout d'un mois, hein, c'est possible. Mais comme dit Laurent, tout va dépendre de la maturité, en fait, de la maturité de la relation entre l'acheteur et le fournisseur. Ouais. Aurore, Laurent, j'ai eu pas mal de questions. On a encore un petit peu de temps peut-être pour répondre à deux questions. Oui. Alors, la première, ce serait quel type d'analyse de solvabilité faites-vous sur l'acheteur? Ah bah, alors, le type d'analyse, c'est la nôtre. Alors, je ne sais pas très bien répondre à la question. Quel est le type d'analyse? Le type, c'est la nôtre. Les critères que l'on prend, il y a quelques critères fondamentaux. Alors, j'allais dire des critères de solvabilité. Ce qui est important pour nous, c'est de savoir ce que l'on finance. Voilà. Donc, évidemment, on a nos batteries de ratio, ratio de liquidité, ratio de rentabilité, le poids de la dette à rembourser, quand les échéances vont arriver. On fait une analyse et on demande à l'acheteur de nous fournir des éléments bilanciels, de nous fournir des BP, de nous fournir des prévisions de trésorerie. Donc voilà, on a tout ça évidemment et c'est nous qui faisons notre calcul et qui proposons derrière d'accompagner ou de ne pas accompagner si on considère que le risque n'est pas suffisamment bon pour nous enfin voilà. Donc c'est vraiment ça. Mais ce qui est absolument fondamental, au-delà des éléments financiers, c'est de savoir ce que l'on finance. Un programme de reverse factoring, je vais prendre ma casquette de casque à pointe gros lourd du risque, mais un programme de reverse factoring, c'est fait pour financer du BFR. C'est pas fait pour financer de la perte, c'est fait pour financer du BFR. C'est pas fait pour financer des remboursements d'échéanciers de dette,
On a des gens aujourd'hui qui viennent, qui trouvent que le programme est très intéressant, parce que ça tombe bien, ils ont des PGE à rembourser. Mais nous, on n'est pas là pour rembourser des PGE. On est là pour accompagner des besoins de BFR et très souvent des besoins de BFR liés à des sujets de croissance. Voilà. Donc, dans l'analyse de solvabilité, savoir pour quelles raisons le client est intéressé à ce programme est absolument autant essentiel que les ratios financiers que l'on peut prendre pour réaliser cette analyse. Alors, deuxième question. Faites-vous ce programme avec des fournisseurs étrangers pour des projets à l'étranger? Alors, si l'acheteur est en France, on étudie. Si les fournisseurs de cet acheteur en France, j'avais plus loin, si l'acheteur est européen, on étudie. Si les fournisseurs de ces acheteurs sont européens, on étudie. La difficulté qu'il peut y avoir, c'est qu'il faut trouver, parce que dans le triptyque du reverse facto, il y a le financier. Il faut que le financier soit à l'aise, lui, à financer des factures qui proviennent de l'étranger. Parmi nos partenaires, nous avons des gens qui refusent de faire de l'international et on a un autre partenaire qui lui accepte sur certaines zones. Et je pense une dernière question. Alors, si j'ai un fournisseur à 45 jours, je décide de faire payer la facture par le reverse factoring à 30 jours. Est-ce que je peux bénéficier des 60 jours à partir du 30e jour de la facture? Oui. Ça, c'est bien parce que je peux répondre que par oui ou par non. Ça, c'est ça. Ouais, c'est une bonne réponse. Et alors, allez, la toute dernière, comme on a parlé un petit peu de l'étranger, c'est est-ce que vous pouvez financer en devise, pas uniquement en euros? Ah, alors, je crois qu'on a, je suis pas sûr d'avoir un programme en dollars. Je suis pas sûr. Je crois qu'on fait que de l'euro. On a eu un programme en dollars. On a eu. On a eu un programme en dollars et je crois qu'on n'a pas eu une bonne expérience sur ce programme en dollars. Donc plutôt Ouais, écoutez, euro. je te remercie Laurent. Alors écoutez, il y a d'autres petites questions, mais on avait dit que ce webinaire durait approximativement 40 minutes. Donc on a terminé le temps. Pour tous les autres, on vous répondra sans problème par mail. Ouais. On essaiera aussi de vous contacter si jamais vous souhaitez un rendez-vous pour approfondir le sujet avec vos besoins à vous. Merci à tous. Merci beaucoup. Bien. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.